Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de l'actu du mois de mai. Donc Mickaël et moi allons vous parler du socle social européen et donc des propositions Juncker en évoquant la portée, la pertinence et les limites de ce socle. Donc on peut lier la volonté de la Commission européenne de renforcer les politiques sociales en Europe à l'actualité française. En effet, au cours de l'élection présidentielle, entre les deux tours, le président Juncker a tenu à féliciter Emmanuel Macron pour son accession au second tour et il a fait un discours en français entre les deux tours de l'élection pour mettre en garde la population française contre les dangers du nationalisme. Car les deux candidats avaient une vision de l'Europe extrêmement différente. Donc il est nécessaire aujourd'hui, selon la Commission européenne, de renforcer les droits sociaux des citoyens européens afin d'éviter le repli sur soi. Donc je vais laisser Mickaël nous présenter les enjeux de la mise en place du socle social européen. Je vais vous les présenter rapidement. Évidemment, ce qu'on voit, c'est que l'Europe doit faire face au Brexit, à la montée des nationalismes, au dumping social. Et évidemment, il y a une perception par rapport à ça, comme quoi l'Europe est libérale sur le plan économique et plutôt en réaction sur le plan politique. Et elle est plutôt aphone, en fait, sur le plan social. Ces dernières années, d'ailleurs, le mot social avait quasiment disparu du vocabulaire européen. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu la déclaration de Rome à l'occasion de la célébration du traité des 60 ans, qui a été faite par les dirigeants de l'Union européenne le 25 mars 2017 et qui a marqué fortement l'attachement au programme de Rome, l'engagement à œuvrer à la réalisation d'une Europe sociale, une union qui favorise le progrès économique. Donc évidemment, le socle des droits sociaux ne s'est pas fait entre le 25 mars et le 26 avril, ça a été un processus beaucoup plus long. Donc, la mise en place du socle découle d'une réflexion sur plusieurs années. Dès son arrivée à la Commission européenne, donc on peut voir ce processus sur la frise, dès son arrivée à la Commission européenne, Jean-Claude Juncker a insisté sur l'importance de la mise en place du renforcement des politiques sociales. Il déclarait en effet « Moi, je voudrais que l'Europe ait le triple A social. Le triple A social est aussi important que le triple A économique et financier. » Donc pour la mise en place de ces mesures sociales au niveau de l'Union européenne a été réalisée une consultation publique qui prenait en compte l'avis des partenaires sociaux, des États membres, des institutions et des citoyens. Donc c'était une consultation en ligne qui a eu lieu de mars 2016 à décembre 2016 et les propositions qui ont été évoquées lors de cette consultation ont été mises en forme lors d'une conférence à Bruxelles en janvier dernier et elles ont été mises sur le papier dans un livre blanc qui a évoqué différents scénarios. Et enfin, le socle social européen, dans sa version finale, a été présenté en avril 2017. Donc pour traiter ce sujet, évidemment, on ne va pas aller sur un exposé des 20 principes du socle européen. Ça serait assez long et fastidieux dans le cadre de cet exposé. On ne va pas non plus tracer dans le détail les apports des différents traités, des différents textes européens. On va aller sur une dimension plus réflexive et prospective, c'est-à-dire de quelle manière adapter nos modèles sociaux aux défis actuels et futurs. En un sens, comment galvaniser la fibre sociale de l'Europe qui est plutôt basée sur une perception de moins-disant social. Et en lien, évidemment, l'Europe est-elle capable d'assurer la convergence par le haut des modèles nationaux, ce qui est un enjeu majeur, pour l'instant perçu en compétition les uns avec les autres pour schématiser. Donc voilà le traitement qu'on va réaliser du sujet. Donc d'abord, à quels enjeux répond ce socle social et qu'est-ce qu'il comporte? Et dans un deuxième temps, quelles sont les portées et limites du socle social? C'est-à-dire de quelle manière concrètement il va pouvoir être décliné, mis en œuvre et adopté par les différents pays. Donc dans un premier temps, le socle social, un cadre de référence pertinent en réponse à des défis communs et une volonté réelle d'agir. Donc ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des défis communs partagés par l'ensemble des pays européens, des défis conjoncturels, des défis structurels. Évidemment, défis conjoncturels qui sont liés aux répercussions de la crise économique de 2008, qui ont eu des effets et qui ont encore des effets, notamment sur le chômage des jeunes, puisque dans l'Union européenne, on a à peu près 20% de chômeurs parmi les jeunes, avec la Grèce, l'Italie, l'Espagne,
qui sont plutôt aux alentours de 40%. En fait, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a un risque réel que les jeunes adultes d'aujourd'hui, qui sont plus diplômés que jamais, aient une existence moins aisée que leurs parents. En corollaire, on a aussi le taux de pauvreté. Vous savez qu'il y avait la stratégie Europe 2020 qui avait pour objectif de faire diminuer le nombre de personnes pauvres en Europe de 20 millions. Dans les faits, on est plutôt sur une augmentation de 1,7 million, et c'est d'autant plus préoccupant pour la perception qu'ont les Européens de l'Europe en tant que telle, un risque de basculer dans la pauvreté pour 123 millions d'Européens, dont 11 millions de Français. Donc évidemment, on a eu des effets quand même qui ont été en partie amortis par les systèmes de protection sociale, les allocations chômage qui ont aidé à passer cette crise, les régimes de revenus minimal qui ont aidé les citoyens à subvenir à leurs besoins élémentaires et alimentaires éventuellement. Et dans les faits, les finances publiques ont été mises à rude épreuve avec une perception de responsabilité des mécanismes européens d'autant plus. Donc, ces effets conjoncturels ont approfondi les difficultés structurelles. La crise a accentué des tendances de long terme. Évidemment, les tendances qui sont autour de la mutation du travail, de la mutation démographique, de l'accroissement de la pauvreté, comme on l'a déjà évoqué. La mutation du travail avec l'ubérisation de l'économie, en schématisant, qui a engagé le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus réellement de statut professionnel. On a différents statuts qui se succèdent, qui font face à des périodes de chômage, d'inactivité. Ça demande évidemment une activation de droits sociaux qui soient porteuses de garanties et de sécurité. On a aussi, sur le champ démographique, des projections sur un vieillissement important de la population européenne, comme on peut le voir sur le graphique. Donc on a une projection comme quoi d'ici 2030, la population européenne sera la plus âgée au niveau mondial, ce qui est porteur de progrès, puisque c'est dû au progrès médical, à l'allongement de la durée de vie, mais ce qui est aussi porteur de difficultés de soutenabilité du système, dans le sens où en 2008, on avait 4 actifs pour un retraité, et à l'horizon 2060, sauf mesures correctives, on sera plus aux alentours de 2 personnes pour une personne retraitée. On a également, et c'est évident, la réalité du dumping social au sein de l'Union, la dévaluation compétitive au sein de la zone euro, avec des délocalisations partielles qui ont touché plus ou moins différentes zones de l'Europe, avec des crispations et des tensions qui sont autour du dumping social et de la problématique des détachés, sur laquelle nous reviendrons sans doute plus tard. Et dans les faits, une augmentation des inégalités qui se traduit par un chiffre éloquent du fait qu'aujourd'hui, 7 millions d'Européens sont aussi riches que 662 millions d'autres. Donc l'enjeu du pacte européen, c'est évidemment de parvenir à cette homogénéisation en évitant un nivellement par le bas, avec des avancées et des réformes majeures en cours et non coordonnées. Donc là, ce qu'on voit, et c'est important de le rappeler, c'est qu'il est nécessaire de nuancer la réalité des difficultés sociales de l'Europe, dans la mesure où l'Europe est aujourd'hui, malgré tout, une des zones les plus égalitaires, une des zones les plus développées en termes d'espérance de vie, en termes de temps libre disponible par jour, en termes de coefficients liés au bonheur. C'est quand même une réalité qu'il est important de marquer. Et puis aussi, on peut prendre un exemple du coefficient de Gini, qui mesure le niveau d'inégalité dans une population. En Europe, on est globalement à 0,31, alors que par exemple, aux États-Unis, on est à 0,45, ou au Japon à 0,37. Il y a de nombreux pays européens qui ont engagé des réformes, mais qui ne sont pas coordonnées, des réformes qui sont liées à l'allègement de la fiscalité du travail, à la modernisation des systèmes de retraite, à la modernisation des systèmes d'enseignement tout au long de la vie. Et dans les faits, ça aboutit même à des innovations, comme ce qui est lié à l'expérimentation du revenu universel en Finlande, ou alors à l'activation du compte personnel d'activité en France. Ce qu'on voit réellement, c'est que depuis les années 70, pour faire face aux différentes crises qui se sont succédées, il y a eu à revoir le mode de financement, la cohésion sociale a été mise en question, il y a des mutations des modèles sociaux qui subissent des pressions, et le rôle de la Commission en ce sens-là est souvent marqué. Ce qui engage d'autant plus la nécessité d'asseoir un socle social que va nous présenter Nolwenn. Donc les objectifs du socle sont de permettre à tous d'avoir les mêmes opportunités d'accès au marché du travail, de garantir des conditions de travail équitables et une protection sociale plus inclusive. Donc on peut constater que dès le début de la construction de l'Union européenne, les problématiques sociales, bien que secondaires par rapport à la problématique économique, ont été prises en compte, notamment comme vous pouvez le voir sur la frise, lors de la rédaction du traité de Rome, les principes d'égalité entre
d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, le principe de libre circulation des travailleurs était déjà affirmé. Et ce traité met également en place le Fonds social européen pour financer les politiques sociales au niveau de l'Union européenne. Et de nombreuses directives déclinent ces grands principes afin qu'elles soient concrétisées au niveau des États membres. Et donc on peut parler des directives qui font l'actualité aujourd'hui au niveau de l'emploi, comme la directive sur les travailleurs détachés, la directive sur le temps de travail ou encore la directive déclaration écrite. Donc voici le fameux socle social européen qui reprend 20 principes qui sont classés dans 3 thèmes différents. Donc l'égalité des chances et l'accès au marché du travail, les conditions de vie équitables et la protection et l'insertion sociale. Donc on aurait bien aimé vous présenter les 20 principes, mais ça aurait été un peu long, donc on a choisi d'en présenter 2 qui nous paraissent représenter des enjeux majeurs au niveau de la politique sociale de l'Union européenne. Donc tout d'abord le revenu minimum qui est la proposition 14 du socle et l'égalité entre les hommes et les femmes qui est la proposition 2. Donc en ce qui concerne le revenu minimum, l'Union européenne défend pour la première fois la mise en place d'un salaire minimum au niveau des États membres et pour les personnes qui ne sont pas en mesure de travailler, de prestations sociales leur permettant d'avoir un niveau des conditions de vie dignes. Donc en effet, pour le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le principe de dignité est une notion vraiment importante. Il déclare « Il y a en Europe un seuil de dignité à respecter ». Donc, comme on peut le voir sur le graphique, en 2015, une personne sur 4 au sein de l'Union européenne est exposée au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Et concernant le salaire minimum au sein de l'Union européenne, seuls 22 pays ont un salaire minimum légal. Les autres ont défini un salaire minimum par branche ou défini par les partenaires sociaux. Mais le salaire minimum légal que veut mettre en place l'Union européenne permettrait une certaine égalité de tous les salariés au niveau national. Donc on peut voir que dans les pays en bleu sur la carte, il n'y a pas de salaire minimum légal. Les objectifs de la mise en place de ce revenu minimum sont la lutte contre la pauvreté d'une part, mais aussi la convergence entre les différents États membres, notamment afin de lutter contre le dumping social, et ceci sans porter atteinte à la compétitivité des différents pays européens, donc c'est ce qui peut poser problème. Pour mettre en place un salaire minimum au niveau de l'Union européenne, la première étape serait l'inscription dans le socle et la deuxième consisterait à la mise en place au sein de chaque État membre d'un salaire minimum qui serait équivalent à 50 ou 60% du revenu médian. Donc on peut lier la mise en place de ce revenu minimum au débat sur le dumping social au niveau de l'Union européenne avec la révision de la directive de 1996 sur les travailleurs détachés. Donc de nombreux pays voudraient mettre en place le principe à travail égal, salaire égal dans un même lieu pour lutter contre le dumping social, alors qu'aujourd'hui, les entreprises de l'État d'accueil doivent simplement payer les travailleurs détachés au salaire minimum du pays d'accueil. Donc, en second lieu, je vais passer à la proposition numéro 2 sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Donc, on peut observer que les inégalités sont toujours persistantes entre les hommes et les femmes dans différents secteurs. Au niveau de la rémunération, il y a toujours un écart de 16,3% et cet écart se creuse au niveau des retraites puisque la différence entre les hommes et les femmes est de 37,6%. Mais on peut observer un progrès, notamment en ce qui concerne l'écart du taux d'emploi entre les hommes et les femmes qui tend à se réduire, comme on peut le voir sur le schéma. Les progrès ont eu lieu du fait de l'augmentation des emplois proposés dans le secteur des services, de l'amélioration des dispositifs de garde d'enfants et aussi de la suppression de mesures fiscales qui désincitaient les secondes sources de revenus à travailler. Mais l'évolution en matière d'amélioration d'égalité hommes-femmes peut parfois sembler compliquée à mettre en place concrètement, puisque par exemple, en 2008, il y a une proposition de directive au niveau de l'Union européenne pour allonger le congé maternité de 14 à 18 semaines. Cependant, cette proposition a été abandonnée en 2015 parce que les États jugeaient la mesure trop coûteuse.
Donc, on peut évoquer certaines solutions qui permettraient d'améliorer le taux d'emploi des femmes et donc l'égalité homme-femme, comme la mise en place d'un congé paternité obligatoire au sein de l'Union européenne qui serait de 10 jours après la naissance de l'enfant. Le fait de favoriser également le congé parental pour qu'il soit pris davantage par les hommes alors qu'il est pris quasiment exclusivement par les femmes aujourd'hui. Et également la mise en place d'un congé annuel de 5 jours pour les aidants familiaux, parce que c'est souvent les femmes qui occupent ce rôle. Donc, vous voyez, à chaque principe, on est sur un travail en profondeur et à la fois horizontal et vertical sur l'historique de l'Europe, sur ses problématiques, sur ses enjeux, avec des dimensions qui tendent à rééquilibrer la réalité pour en faire une dimension de progrès social. Donc voilà le socle tel qu'il est. Donc on vous invite évidemment à aller voir les 18 autres principes qui ont évidemment autant d'intérêt. Dans un deuxième temps, on va traiter donc qu'est-ce qu'on fait de ce socle social, de quelle manière on peut le mettre en œuvre, avec évidemment des crispations, des tensions, des limites qui ont cours en Europe et qui vont être problématiques pour la déclinaison de ce socle social. Dans un premier temps, et c'est à la fois la réalité de l'Europe, sa force, mais aussi une possibilité de faiblesse, c'est-à-dire que chaque pays européen a son héritage, a son historique, et ça se retrouve évidemment sur le plan social. On ne va pas revenir sur les héritages beveridgiens et bismarckiens, ni sur les modèles Esping-Anderson, mais la réalité, elle est ici, c'est-à-dire que on a au niveau de l'Europe des différences sur la taille du budget en matière sociale, la manière dont il est alloué, la source de financement, le degré de couverture des risques, le rôle des partenaires sociaux qui sont plus ou moins associés à la construction des garanties sociales. En fait, ce qui se passe, c'est que les pays européens ont longtemps estimé que cette harmonisation, cette convergence qui a été un fil rouge tout au long de ces différents textes qui ont structuré l'Europe sociale, permettrait d'aboutir naturellement et de manière quasi automatique sur le moyen terme à une harmonisation, à une convergence, comme si on était sur un mouvement naturel et par le fait de veiller au respect des règles de la libre concurrence et de la libre circulation des travailleurs, on a pu penser qu'on allait aboutir à une Europe harmonisée. Dans les faits, j'y reviens, mais la réalité est plutôt celle-là. C'est une tradition ça reste traditionnel, un héritage des différents pays, avec de plus un certain flou sur la valeur de cette harmonisation. Est-ce que c'est une harmonisation par le haut? Est-ce que c'est une harmonisation médiane? Est-ce que c'est une harmonisation par le bas? Et en ce sens, le socle social, en tout cas dans l'affirmation, en visant le triple A social, en marquant clairement une convergence vers le haut, marque son ambition. S'y rajoutent les élargissements récents qui ont augmenté évidemment les divergences en matière de niveau de vie, de niveau de protection sociale entre les États membres. Lorsque le socle social a été présenté, il y a eu un effet d'opportunité, on va dire, sur le Brexit, en indiquant que en fait c'était un levier permettant possiblement d'aboutir à une harmonisation. Dans les faits, on voit bien que ça va au-delà simplement de la position du Royaume-Uni dans l'Union européenne, qu'à chaque directive, à chaque remise en cause, possibilité d'amélioration de textes européens qui sont plus ou moins bien appliqués. On a des clivages qui ont cours entre les pays du Nord, par exemple, qui n'ont cessé de freiner les velléités bruxelloises sur la directive sur le temps de travail, justement pour éviter un nivellement vers le bas. Les pays de l'Est qui rejettent toute mesure susceptible de remettre en cause leur modèle économique basé sur des bas-coûts salariaux. En fait, il y a le sentiment que le Brexit peut être une opportunité, mais n'est pas forcément un gage d'ouverture. S'y rajoute une perception des populations sur l'Europe qui peut également engendrer des crispations et le fait que les pays européens finalement ne profitent pas de cette dynamique portée par les populations pour pouvoir engager une convergence. Toutes les enquêtes, et là c'est le cas, c'est une qui est parue en 2016, montrent un scepticisme pour le moins des populations européennes pour la construction de l'Europe, avec une focalisation selon eux de l'Europe sur l'économie de marché, alors qu'on devrait aller vers un niveau élevé de protection sociale, une estimation comme quoi les politiques sociales sont mal gérées, avec toujours un flou sur ce qui doit relever des États en matière sociale et ce qui doit relever de l'Union européenne,
et puis un scepticisme aussi sur l'avenir, sur la prospective, avec le sentiment qu'il n'est pas donné à tous de réussir et que la vie sera plus difficile pour la prochaine génération. Évidemment, tout cela se retrouve dans ce que va nous présenter Nolwenn en termes de scénario et d'orientation que peut prendre l'Europe sur l'avenir. Donc, il convient de trouver une vraie stratégie politique pour aboutir à un triple A social dans l'ensemble de l'Union européenne. La Commission propose de centrer les principes du socle en priorité sur la zone euro, et donc il est nécessaire de mettre en place des outils pertinents pour rendre effectifs ces droits sociaux. Donc, la Commission européenne a commencé à élaborer un tableau de bord social avec des indicateurs et des notes pour évaluer les politiques sociales au niveau de l'Union européenne sur le modèle du triple A économique. Et elle a envisagé également de renforcer les préoccupations sociales au niveau des grandes instances européennes, notamment lors du semestre européen. Et en ce qui concerne le financement de la mise en place de ces politiques sociales, c'est principalement le Fonds social européen sur lequel les États peuvent s'appuyer pour mettre en place les grands principes évoqués dans le socle. Donc, le livre blanc pour l'avenir de l'Europe a évoqué 5 scénarios qui pourraient permettre de mettre en place le socle social européen. Donc, le premier scénario que l'on voit ici est une sorte de statu quo où les politiques en matière sociale seraient maintenues et les nouveaux enjeux seraient évalués afin d'y répondre, mais il n'y a pas de changement des compétences de l'Union européenne en matière sociale. Le scénario numéro 2 serait un scénario plus régressif où les politiques sociales seraient cantonnées seulement à la dimension de la libre circulation. Donc, toutes les politiques européennes qui concernent la libre circulation des travailleurs seraient maintenues, mais la protection au niveau du travail, donc la protection en ce qui concerne la sécurité, la protection sociale, la santé au travail, serait supprimée. Donc, avec ici une réduction des garanties sociales au niveau de l'Union européenne pour les citoyens européens. C'est évidemment pas la volonté de la Commission européenne, mais c'est évoqué du fait de la montée des nationalismes en Europe. Le troisième scénario consisterait à ceux qui le veulent de faire plus au niveau social au sein de l'Union européenne. Donc une collaboration plus étroite entre les États membres, notamment les États de la zone euro, et les autres États qui souhaiteraient collaborer pourraient s'ajouter à ces politiques. Et donc on pourrait envisager par exemple la mise en place qu'un groupe de pays s'accorde sur la tarification des médicaments et des vaccins pour assurer une plus grande couverture au niveau de l'Union européenne en matière de santé. Donc je vais passer directement au dernier scénario, qui est un peu un scénario idéal, qui consisterait à permettre aux 27 États d'approfondir ensemble la dimension sociale, en mettant davantage de pouvoir, de ressources et de processus décisionnels en commun. Donc c'est ici une Europe sociale plus intégrée. Et des critères contraignants pourraient également être mis en place pour l'évaluation des politiques sociales, car il convient de rappeler que les principes du socle européen n'ont pour l'instant rien de contraignant pour les États membres. Donc, dans ce scénario, des agences européennes pour coordonner et évaluer les politiques sociales pourraient être mises en place, comme une agence du travail européenne ou une agence européenne au niveau des transports. C'est donc la solution la plus ambitieuse qui est possible d'envisager à long terme, mais qui dépend toujours de la volonté des États membres de renforcer la politique sociale au niveau de l'Union européenne. C'est donc aujourd'hui le troisième scénario, celui du renforcement des politiques sociales au niveau de l'Union européenne, qui est privilégié par la Commission. Donc en conclusion, on vous propose trois pistes. D'une part, par rapport à ce qu'a expliqué Nolwenn, on va vite savoir en fait que sur quel scénario privilégié on peut partir, puisque on va avoir des documents structurants ces prochains mois qui vont aller jusqu'aux prochaines élections européennes de 2019 et qui vont suivre le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Des documents notamment sur la maîtrise de la mondialisation, l'approfondissement de l'union économique et monétaire, et donc on va voir en conséquence quel intérêt et quelle intégration on a sur la dimension sociale de l'Europe dans ces différents documents. On va également avoir un sommet social qui va se tenir à Göteborg le 17 novembre
2017, donc notez dans vos agendas, et qui va être un sommet social pour les emplois et une croissance équitable, avec toujours donc cette échéance en finalité des élections de 2019. Donc, il est également nécessaire pour que le socle social et pour que les mesures du socle social soient effectives, de remettre le débat social au cœur du débat européen, avec une participation plus importante des partenaires sociaux et des citoyens à l'élaboration des politiques sociales au niveau de l'Union européenne, de permettre que les principes deviennent des réalisations concrètes et pour qu'il y ait une adhésion de tous donc au projet européen de manière générale. Et en finalité, on voit bien que la dimension sociale de l'Europe évolue sans cesse sous l'influence de choix personnels, de réalités économiques, de tendances mondiales, de décisions politiques, avec quand même cette certitude qu'au niveau de chaque pays, il y a l'intention de créer une société plus juste. Il reste néanmoins que la mise en place d'une artère sociale forte repose évidemment sur la possibilité de sanctuariser un financement dédié afin de faire palpiter à nouveau le cœur de l'Europe.